Nouvelle édition de Micro Sachant. Aujourd'hui, je reçois Georges Malbruno, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter au Figaro et co-auteur avec Christian Chenot du livre Le Déclassement français. Et donc aujourd'hui, en sa présence, nous allons tenter de faire un état des lieux de nos relations avec le Moyen-Orient. Bonjour, Georges Malbruno. Bonjour. Alors, ce livre, Le Déclassement français, retrace ces 15 dernières années de notre politique étrangère au Moyen-Orient. Et au Maghreb aussi. Et au Maghreb, tout à fait. Et met en exergue une certaine dégradation de nos relations, alors qu'elles étaient plutôt au beau fixe par le passé. Comment est-ce que vous expliquez ce constat ? Alors, ce déclassement ou ce recul a commencé en gros à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac dans les années 2005-2006, lorsque très inquiet d'une fracture de la communauté internationale après le non français à l'invasion américaine de l'Irak en 2003, Jacques Chirac a essayé de recoller les morceaux avec les États-Unis et ce faisant, la France a perdu sa voix singulière. Hein. Il s'est aussi rapproché d'Israël et donc cette singularité qui disparaît sera accrue ensuite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui, comme vous le savez, réintégrera le commandement intégré de l'OTAN, qui se rapprochera encore plus d'Israël. Donc, au Maghreb et au Moyen-Orient, à partir de là, la France n'apparaît plus comme une puissance médiatrice, mais elle apparaît un petit peu comme étant à la remorque des États-Unis et donc sa valeur ajoutée n'existe quasiment plus. Et cette tendance-là se prolongera, se poursuivra sous le mandat de François Hollande. Et en 2017, lorsque Emmanuel Macron est élu, il veut justement enrayer un petit peu cette perte d'influence par un activisme, par un volontarisme très fort, marqué avec des voyages rapidement en Algérie, dans le Golfe, avec un engagement très fort aussi sur l'Iran, où il veut rééquilibrer un petit peu nos positions. Et donc, Emmanuel Macron souhaite replacer un peu la France dans cette partie du monde, en lui redonnant peut-être une politique un peu plus pragmatique, plus de visibilité. Et donc, mais finalement, on va se rendre compte assez rapidement, notamment en 2020 avec son échec au Liban, que derrière ce volontarisme, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup forcément de résultats. Alors justement, cet échec au Liban que vous évoquez, vous commencez d'ailleurs par là dans votre livre. Est-ce que, à l'inverse, durant ce quinquennat, il y a eu des succès d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient ? Alors au Moyen-Orient et au Maghreb, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Il y a eu comment dirais-je, la conférence de Bagdad qui a eu lieu fin août 2021, où Emmanuel Macron était le seul dirigeant d'un pays hors de la région à être invité, aux côtés de l'Irak, aux côtés de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de la Jordanie, etc. Donc ça, c'était à l'instigation d'ailleurs d'Emmanuel Macron, même si ensuite le processus qui a conduit à cette conférence a évolué. Ça, c'était quand même un succès, parce que ça permet de replacer la France un petit peu à la fois en Irak, et puis ce format de conférence, dans l'idée française et aussi dans l'idée irakienne, était de fournir justement un forum aux pays de la région qui ont des problèmes entre eux, notamment l'Iran, l'Arabie Saoudite, pour discuter de tout ce qui touche à l'influence régionale, souvent déstabilisatrice de l'Iran au Moyen-Orient, ainsi qu'à ces missiles balistiques et à ces drones qui préoccupent beaucoup les voisins arabes de l'Iran. Donc ça, c'était intéressant, c'était un succès d'Emmanuel Macron qui reste à confirmer, parce que bon, une fois la conférence terminée, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une nouvelle conférence organisée cette année, on n'en fait rien. Donc voilà. Donc sinon, il n'y a pas eu beaucoup de succès, parce que la Libye a été un échec, l'Algérie, sa main tendue au pouvoir algérien n'a pas fonctionné. Alors pour le coup, il n'est pas responsable, hein. Les autres succès qu'on pourrait lui imputer fait dans le domaine, je l'appelle la diplomatie économique, effectivement, vis-à-vis de l'Égypte. On a vendu beaucoup d'armements, ainsi qu'aux Émirats arabes unis à l'hiver dernier.
Donc voilà, donc c'est quand même, il y a eu beaucoup d'activisme, mais comme je vous le disais, finalement peu de résultats. Si on reprend, on aura l'occasion, je pense. Oui, alors justement, vous avez évoqué l'Égypte avec laquelle on garde des relations qui sont pas encore trop mauvaises. Est-ce qu'à l'instar de l'Égypte, on a d'autres pays avec lesquels les relations restent encore bonnes? Ben, l'Égypte, la relation est très bonne parce qu'il y a une volonté égyptienne de s'équiper en France, aussi bien en matériel militaire que dans du matériel civil, et aussi avec les Émirats arabes unis, qui sont nos deux partenaires justement les plus proches. Euh, Sinon, le Liban, donc on y reviendra, ça a été un échec. La Syrie, on n'existe plus. L'Iran, ben, finalement, après avoir tenté un dialogue avec le président Rouhani, de l'avoir appelé souvent au téléphone, d'avoir essayé de jouer un peu les médiateurs entre Américains et Iraniens, il n'y est pas parvenu. Et on est revenu finalement à une posture assez ferme contre l'Iran, avec une obsession du nucléaire iranien. Voilà, donc le Golfe, les relations sont pas très bonnes avec l'Arabie Saoudite, le Qatar non plus. Israël-Palestine, c'est un dossier qui est oublié, donc Emmanuel Macron ne veut pas prendre de risque, on peut le comprendre. Donc ça fait quand même un bilan assez maigre. Alors revenons au Liban justement. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est avec eux aujourd'hui et peut-être retracer les quelques étapes principales qui ont jalonné nos relations avec eux depuis ces derniers temps? Aujourd'hui, le Liban s'est doté d'un gouvernement, mais qui se réunit très rarement et qui est quasiment ineffectif. Et la première étape pour permettre une relance de ce pays, qui en a fortement besoin, c'est qu'il y ait un accord pour que le Fonds monétaire international puisse intervenir. Or, il n'y a pas d'accord. Pour l'instant, il y a aussi bien les responsables politiques libanais que le système bancaire libanais s'opposent, en tout cas freinent à la conclusion d'un accord avec le FMI, qui est la première étape avant justement un plan de relance. Alors ça vient justement bientôt 2 ans après l'offensive d'Emmanuel Macron, qui s'était rendu à 2 reprises, vous vous souvenez, le 6 août 2020, 48 heures après l'explosion au port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts, et puis un deuxième voyage 3 semaines après, fin août 2020. C'est pour la première fois depuis des décennies, un président de la République française effectue en aussi peu de temps 2 voyages dans un même pays. Donc il y a un très fort investissement français de la part d'Emmanuel Macron qui a secoué les dirigeants libanais, pensant qu'il allait obtenir d'eux la constitution d'un gouvernement de technocrates, c'est-à-dire qu'il ne soit plus un gouvernement politique. Le Liban, vous savez, est géré par des confessions, par des chefs de clans, par des chefs de confession sunnites, chiites, chrétiennes, qui se partagent ce pouvoir, qui se chamaillent, et en général, la constitution d'un gouvernement dans ce système confessionnel, eh bien, met beaucoup de temps. Ça met en général 1 an. Emmanuel Macron, lui, a pensé qu'en 3 semaines, il y arriverait. Il n'y est pas arrivé parce que en face, il a eu des interlocuteurs qui n'avaient pas envie que ça se passe, et puis qu'il les a menacés. Ensuite, il a rengainé sa menace, donc il est apparu un peu comme un leader faible. Et in fine, c'était aussi souvent un peu je dirais une caractéristique de la méthode Macron, c'est qu'il a surestimé un petit peu ses forces et il a survendu des résultats qu'il n'avait pas obtenus, notamment lors de son deuxième voyage, où à l'issue de sa réunion avec les chefs de clans libanais, il déclare qu'il a obtenu d'eux l'engagement qu'il y aurait un gouvernement de techniciens justement sous 15 jours, et il n'y a jamais eu de gouvernement de techniciens. Donc voilà, il va un peu loin parfois en surestimant ses forces. On l'a vu d'ailleurs aussi lorsqu'il est allé voir Vladimir Poutine au début de la crise en Ukraine, où il a annoncé une désescalade et cette désescalade n'a pas eu lieu. Donc voilà, donc il y a une recherche un peu de coût médiatique qui est un peu dommageable. C'est dommage parce que le président Macron est quelqu'un qui est pragmatique sur la scène internationale, qui comprend très rapidement les problèmes, qui a une vision, qui sait où il faut aller, mais la mise en musique, la mise en œuvre de ce qu'il considère comme étant la solution laisse à désirer souvent parce que sa méthode est un petit peu brutale, heurtante.
On l'a vu au Liban où effectivement il les a secoués, il leur a dit des vérités qui étaient tout à fait exactes, mais in fine ça n'a servi à rien. On l'a vu aussi en Algérie où il a effectivement dit ces vérités au président Bouteflika en décembre 2017 lorsqu'il est allé, lorsqu'il a aussi vu le chef d'état-major général Gaïd Salah sur le double jeu algérien au Sahel, mais tout ça n'a pas porté ses fruits. Donc on peut se poser des questions sur sur cette méthode et sur encore une fois sur comment dirais-je, sur sa capacité à obtenir des résultats. Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait risquer à poursuivre dans cette voie d'un déclassement français? On se souvient à l'époque de l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron avait affiché son soutien à poursuivre les caricatures et tout ça. Et à l'époque, certains pays du Moyen-Orient avaient boycotté des produits français ou brûlé des portraits d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut aller plus loin que ça? C'est-à-dire que je crois que sur ce dossier-là, un petit peu du rapport à l'islam, de la laïcité, Emmanuel Macron avait bien commencé son quinquennat en prenant soin de distinguer justement islam et islamisme. Et ce qui est très bien. Et ensuite, avec les caricatures et son discours au Bureau, où il a donné l'impression de donner une leçon au monde musulman, en disant que le monde musulman finalement était en crise, etc. Il n'a pas tout à fait tort, mais ça n'était pas forcément à lui de le dire, ou en tout cas pas dans ce cadre-là. Et ça a été très mal reçu. Ensuite, donc, il a justifié il a approuvé donc les caricatures, et on sait que c'est un dossier extrêmement sensible. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu une vague de protestation dans le monde musulman, instrumentalisée par la Turquie, par Al Jazeera, et donc l'image de la France et du président de la République ont été très ternies. Il fallait remonter quand même à très très longtemps pour voir des portraits du président français brûlés au Pakistan, à Gaza ou en Libye. Donc voilà, il y a je pense que l'image de la France dans le monde arabo-musulman aujourd'hui est relativement ternie par l'image qu'on projette de nous sur l'islam, parce que c'est vrai qu'il y a quand même en France une hystérie chez certains candidats à la présidentielle, pour ne pas les citer, par rapport à l'islam. Et donc, vu de l'autre rive de la Méditerranée, ça apparaît comme effectivement quelque chose comme étant problématique pour eux, en tout cas un frein pour notre politique. Et de ce côté-ci de la Méditerranée, on se dit les Français ont un problème avec l'islam. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas facile parce que justement notre laïcité, elle n'est pas comprise du tout dans ces pays-là. D'ailleurs, au-delà même de la sphère musulmane, elle n'est pas forcément bien comprise parce qu'elle nous est assez spécifique. Donc voilà. On a un problème d'image sur ce plan-là, ça c'est sûr. Et il y avait eu un affront verbal entre le président Erdogan et Macron justement à ce sujet-là. Aujourd'hui, on en est où de leur relation? Est-ce que le dialogue est toujours possible? Est-ce que ça s'est stabilisé? Oui, le dialogue a repris. D'ailleurs, on l'a vu très récemment à l'occasion de la guerre en Ukraine, où Emmanuel Macron et le président Erdogan se sont vus en marge d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Il y a une initiative commune sur Mariupol entre la France, la Turquie et la Grèce. Donc voilà, on est revenu à une relation je dirais, assez apaisé parce que le président Erdogan aussi c'est quelqu'un aussi qui c'est plus un pragmatique opportuniste qu'un pragmatique idéologue. Donc, à un moment donné, effectivement, il avait envie d'affronter Emmanuel Macron, et ensuite Emmanuel Macron aussi l'a affronté. Ensuite, les choses se sont calmées, et tant mieux, parce qu'on a besoin de la Turquie. Alors justement, on est à l'aube des nouvelles élections présidentielles. Est-ce qu'on peut imaginer que si Emmanuel Macron est réélu, il change un peu ses méthodes et sorte un peu de cette volonté de disrupter les relations avec le Moyen-Orient et le Maghreb? C'est la grande question, c'est est-ce que s'il est réélu, est-ce qu'il changera un petit peu de méthode, parce que c'est essentiellement une question de méthode,
voilà, il faut être conscient aujourd'hui que la France n'est plus une grande puissance, une puissance moyenne qui peut faire des choses qui est écoutée, mais elle le sera d'autant plus qu'elle agira en concertation avec ses partenaires européens, allemands, espagnols, italiens ou autres au Moyen-Orient, qu'elle ne peut plus agir seule avec flamboyance. Parce que ça n'a pas marché. Et donc, pour ça, il faut effectivement peut-être revoir un peu la méthode. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, en cas de réélection, changera de méthode? Il faut le souhaiter. Est-ce qu'il le fera? On peut en douter. Et quels seront ces dossiers prioritaires justement avec le Moyen-Orient et le Maghreb? Je pense que c'est à la fois les dossiers prioritaires et les dossiers quand même assez piégeux. Je veux dire, l'Algérie, il en avait fait un dossier quand même assez prioritaire parce que l'Algérie, c'est un dossier, je dirais, presque franco-français. Il y a 6 millions de Français qui sont de près ou de loin intéressés par l'Algérie. Mais l'ouverture de ce chapitre mémoriel ne s'est pas fait. Donc, ça va être très compliqué de poursuivre dans cette voie-là. Le président de la République est très inquiet sur un risque migratoire venant de l'Algérie si jamais il y avait une très grande crise en Algérie, si comment dirais-je, la relation venait encore à se tendre encore plus entre le pouvoir et la rue. Sinon, au Moyen-Orient, je pense qu'on va aller vers une consolidation de la relation avec l'Égypte, avec les Émirats. Mais Israël-Palestine, je pense que ça ne fait pas partie des priorités françaises parce qu'encore une fois, la France n'a pas la capacité seule d'influencer les acteurs. Donc, voilà, je pense que Emmanuel Macron sera plutôt accaparé par l'Europe, par ce qui se passe en Ukraine, et que le Moyen-Orient risque de passer au second rang, sauf s'il y a une crise qui éclate et qui, effectivement, le Liban aussi, parce que le Liban, il peut y avoir aussi un risque migratoire important. C'est un dossier quand même qui lui tient à cœur. Il va vouloir faire en sorte que ce pays puisse se réformer, mais en l'occurrence, l'expérience a montré qu'il n'y arriverait pas. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus prudent maintenant. Avec la Syrie, est-ce qu'on va renouer d'une manière ou d'une autre avec Bachar el-Assad qui semble être là encore pour quelques années, alors que nos partenaires arabes, justement, Émirats ou Égypte, renouent eux? Voilà, ce sont des dossiers qui occuperont le président de la République. Voilà. Très bien. Georges Malbruno, je le rappelle, vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter au Figaro et vous avez coécrit avec Christian Chenot Le Déclassement français. Merci à vous de nous avoir partagé votre grille de lecture et merci à vous de nous avoir regardés et d'avoir suivi cet entretien.